donner la parole, vu que tu l'as récupéré. Oui, Salut. salut. Et si tu peux commencer déjà par te décrire et expliquer un petit peu ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais, de avant manière qu'on assez rentre dans le vif succincte, du mais sujet, Fragments, qui est le nouveau tool de creative coding que tu as créé. Yes, alors moi je suis développeur créatif en freelance. Pour mon parcours, je suis sorti de Gobelin en 2015, suite à quoi j'ai bougé à Montréal. Là-bas, j'ai bossé pendant 3 ans et demi dans un studio qui s'appelle Acufane. J'étais arrivé en tant que front-end et puis après, je me suis spécialisé dans tout ce qui était WebGL. Bah. Et ça fait maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis à Paris en freelance. Et je travaille en gros un peu à l'intersection de tout ce qui va être développement web, donc les sites très animés un peu à la Words, tout ce qui va être WebGL, Retail Graphics et art génératif. Super, super, super. Et du coup, nous, on se connaît depuis assez longtemps, vu qu'on on a fait des projets ensemble comme Christmas Experiments. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'était donc ça fait longtemps que tu fais du WebGL, ça fait longtemps que tu fais du creative coding. Je sais que ta pratique a pas mal évolué, que tu as fait du sketch aussi manuel, ce genre de choses. À quel moment tu t'es dit, là, j'ai besoin de créer un nouvel outil, euh, d'où c'est venu cette idée de vouloir créer un outil pour le creative coding, sachant qu'il y en a déjà pas mal, et si tu peux nous parler de cette démarche un petit peu. ouais, de l'histoire derrière la genèse de Fragment. En fait, la genèse même du projet, ça part de Montréal où justement je me suis mis à avoir une pratique assez variée en fait autour du développement web et du coup que ce soit pour de la Christmas Experiment, pour des projets de mapping, du petit sketch où je voulais tester des choses et en même temps dans mon travail je trouvais que je manquais un peu d'un outil qui couvrait un peu toutes ces utilisations et, euh, et en fait pour la toute base du projet c'était avec Nicolas Daniel on a fait du VJing à Montréal et, euh, et on avait chacun nos projets et puis tous nos projets étaient dans des setups différents donc j'avais fait un petit tool qui nous permettait de switcher entre nos différents setups qui étaient plus un truc avec des iframes qui nous permettaient de switcher et je trouvais dommage qu'on ne puisse pas passer d'une scène à l'autre avec des transitions. Et en fait, la base du projet Fragment, c'était d'essayer d'avoir un outil qui permet de faire ça. Et il a finalement évolué en outil un peu plus de sketching tel que je l'ai forcé aujourd'hui. Et, euh, et qui, du coup, couvre aussi en fait, justement mes différents projets. Moi, je vais travailler en freelance avec des agences, je vais avoir besoin d'itérer assez rapidement sur des trucs et pouvoir leur partager et en même temps ma pratique personnelle de l'art génératif. Je vais, je vais expérimenter sur des algorithmes, des choses comme ça. Et du coup, j'avais besoin un peu d'un outil un peu versatile qui me permet de couvrir un peu tout ça. Mhm. Ouais, je vois bien. Et du coup, donc c'est un projet au début qui était personnel, parce qu'avec Florian, on a beaucoup fait aussi de tools de creative coding. On a passé beaucoup de temps, on a fait même des choses qui avaient aucun sens, genre un outil de mapping 3D où nos tools eux-mêmes étaient en 3D dans le mapping. Ça ne marche pas. Ne le faites pas chez vous. L'idée de génie s'est révélée totalement nulle à l'utilisation. C'est ça, c'était vraiment, vraiment une mauvaise idée. Je suppose que le projet a évolué, mais tu vois, par exemple, on va release nos tools. À quel moment tu t'es dit, bah là, ça pourrait être bien pour la communauté et ce serait utile pour moi de l'ouvrir, de le mettre open source et de créer ça? En fait, moi je crois beaucoup en l'open source et j'utilise au quotidien des outils comme ça, que ce soit des librairies, des tools
ce genre de choses. Et en fait, vu que le projet évoluait dans une direction, je trouvais qu'il avait justement un potentiel plus que mon utilisation personnelle. Je trouvais intéressant de le release et en fait, du coup, de travailler sur des choses sur lesquelles je travaillais pas, que ce soit de la documentation, comment est-ce que tu prépares, comment est-ce que tu communiques sur un projet. En fait, tout le autour du logiciel en lui-même. Alors, comment est-ce que tu gères une communauté open source? C'était des questionnements qui m'intéressaient. J'avais fait un tout petit peu j'avais réalisé 2-3 trucs sur GitHub, mais rien enfin des petites librairies. Et du coup, j'avais cette envie de, de voir qu'est-ce que c'est, parce que c'est une nouvelle branche de notre travail que j'avais pas vraiment exploité jusque-là, quoi. Et avant de le release au public, tu l'avais beaucoup utilisé sur des projets de ton côté? Ouais, bah là, ça fait, du coup, ça fait 3 ans que je bosse dessus, entre l'idée de départ et puis les évolutions. Il y a 1 an, moi, ça va faire 1 an tout pile, je suis reparti de zéro. J'avais une version qui était une sorte de V1 qui était fonctionnelle, mais qui était super lente. Elle était lente dans quel sens? Bah, tu modifiais ton code, mais ça mettait genre 1 seconde et demie à reload. Genre le start du projet, c'était trop long. Entre-temps, vu que je l'avais commencé il y a 3 ans, tout le tooling front-end, il avait beaucoup changé. Et en fait, moi-même, j'arrivais à l'utiliser sur des petits projets, mais il y avait plein de bugs, plein de trucs et tout ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, je repars de zéro, j'ai le concept, je sais ce que je veux faire. Je prends des technologies qui sont un peu plus récentes, qui vont faire que en fait, j'ai rejoint le niveau de la V1 assez rapidement, en repartant de zéro. Et après, là, j'ai passé vraiment 4 mois à temps plein dessus pour le release. Mais ouais, après, je l'ai utilisé sur des projets de freelance. J'ai juste un shader dans un site à faire. Je bossais sur mon shader genre dans Fragment. Et puis une fois que bah, j'étais sûr de ce que je voulais faire, que j'avais réglé un peu tous les soucis, sur le shader en lui-même, je l'importais dans mon site, mais ça me donnait un workflow qui était beaucoup plus rapide versus quand justement tu es dans un projet de site web, tu as tout le tour du site qui load à chaque fois. Et en fait, pendant le temps que tu veux développer ton truc, tu n'en as pas besoin de tout ça. Et l'idée, c'était un peu d'avoir un outil un peu versatile à côté où je peux plus focus sur du shader, du canvas, et, ensuite, une fois que ce taf-là est terminé, le rapporter dans quel que soit le projet final. C'est une manière, en gros, d'itérer facilement et rapidement et de s'amuser sans avoir de restrictions qui sont liées à l'environnement du projet en général. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et il y a une question que pose Jordan sur YouTube. C'était, j'ai utilisé un petit peu Canvas Sketch de Matt Deslauriers. Est-ce que Fragment apporte de nouvelles choses ou apporte les choses d'une autre manière? Pour ceux qui sont familiers avec Canvas Sketch, c'est vraiment c'est vraiment l'inspiration. J'ai beaucoup utilisé Canvas Sketch et puis c'est vraiment la principale inspiration derrière Fragment. Je trouvais ça apporte d'autres choses dans le sens où il y a un peu plus de features. C'est aussi un peu plus, on va dire, dirigé. Et en termes de features, en plus, les deux grosses features qu'il y a en plus, ça va être tout ce qui va être création de GUI qu'il n'y a pas dans Canvas Sketch et qui me manquait un peu sur chaque projet justement que je faisais pour les réimporter la librairie. Chacun a des librairies de GUI, il y en a plein. Mais du coup, je voulais chercher une idée d'avoir en fait tout ce workflow qui est déjà prévu
pour pas aller chercher en fait sur chaque projet. C'est aussi ça la réponse, enfin ce que j'essaie de répondre comme problématique que j'avais, c'était en fait à chaque fois que je fais un projet, je vais chercher un bout de projet là. Ah, mais j'ai déjà bossé avec cet input. Ah, j'ai déjà bossé avec cette librairie que j'ai eue. Et à chaque fois, j'allais chercher des morceaux. Et, et du coup, tout ça, ça me faisait perdre du temps sur juste, je veux bosser sur un sketch en particulier. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un environnement qui est déjà tout prêt, qui permet d'exporter de la vidéo aussi instantanément. Canvas Sketch, je peux exporter du frame by frame et ensuite les recomposer avec FFmpeg. Là, il y a tous les exports vidéo. Tu peux faire du MP4, tu peux faire du WebM, tu peux faire du GIF directement dans le navigateur. Et puis, ça va le sauvegarder directement sur ton disque sans avoir à passer justement par des tools annexes, quoi. Et tu as importé directement des librairies type Three.js ou P5.js, etc. dans Fragment ou En fait, l'idée, c'était de pouvoir travailler, justement, comme j'ai une pratique un peu multidisciplinaire. L'idée, c'était de ne pas être contraint par OK, c'est un outil qui marche que avec du Canvas 2D, c'est un outil qui marche que avec Three.js, c'est un outil qui va dépendre des mises à jour de Three.js. Je voulais pas ça. Et du coup, j'ai réfléchi à une API qui permet de bosser avec. Il y a juste un système de renderer. Et du coup, actuellement, on peut bosser avec P5.js en 2D ou avec du Canvas 2D, avec Three.js et avec une librairie WebGL que j'ai fait, qui est juste un wrapper autour des fragment shaders. Et tu peux choisir, en fait, tu peux passer de l'un à l'autre, tu peux lancer plusieurs sketchs en même temps et en avoir un en 2D, un en tri. Et c'est un truc qui me donnait à cœur, c'était que les dépendances du projet, elles sont sur ton projet. Elles sont sur ton projet, c'est pas je voulais pas, genre, par exemple, à chaque release de Tri, avoir à updater les dépendances et du coup, et en fait, c'est vraiment toi qui installes Tri sur ta machine avec ton sketch qui est Tri et Fragment, il va juste récupérer la dépendance et vous rappeler tout ça, quoi. Et quand tu dis tu l'installes sur ton projet, c'est vraiment project based sur Fragment, où tu vas downloader la lib ou tu veux l'installer globalement sur ton ordinateur justement? Bah, tu l'installes genre via les package managers npm classiques, on va dire. Tu te fais un package t'as ton package.json. L'idée aussi, c'était justement de pas contraindre, de pas dire, en fait, moi j'arrive avec une boîte à outils qui est la mienne et du coup vous devez vous contraindre à ça. C'est que tu peux installer toutes les dépendances que tu veux dans ton projet. En gros, tu as ton dossier, tu as ton fichier de sketch, tu as un package.json, tu peux installer tes dépendances comme sur un peu n'importe quel projet front-end et tu peux les importer. Et Fragment, lui, il va juste il va gérer le bundling et tout ça. L'idée, c'était aussi de dire que le tooling front-end, il est devenu complexe ces dernières années. Après, il est devenu aussi beaucoup plus riche en termes de features, beaucoup plus rapide et tout ça. Et ce qu'on a gagné en performance, on l'a un peu perdu en simplicité, à mon avis. Et l'idée, c'était de justement avoir un outil qui est un peu simple pour que ça puisse se destiner à la fois aux gens qui en font, qui font déjà du creative coding, qui sont déjà freelance et qui ont besoin d'un outil comme ça, ou même en agence, mais aussi simplifier aussi la barrière d'entrée pour les gens qui voudraient apprendre juste à dessiner quelques trucs avec du Canvas 2D, sans avoir à passer par OK, comment est-ce que je vais mettre tout ça en place? Ah, il faut que je télécharge telle dépendance. Voilà, tu as une ligne de commande, ça te launch de toute l'interface et puis tu peux juste direct commencer à t'amuser avec. Ouais, du coup, ça peut être aussi intéressant dans des situations de workshop pour apprendre. Je pense exactement à la même. Yes. J'ai remarqué. Ouais, carrément. Bah, c'est un des buts
aussi de ce projet. En fait, c'est ça, tu me posais la question à quel moment j'ai voulu l'ouvrir. C'était que je voyais l'outil évoluer en même temps que je l'utilisais et en même temps que je le développais. Et j'étais, en fait, ça serait cool de pouvoir faire des workshops, de pouvoir faire du Trigier, ça serait cool de pouvoir faire du shader. Et en fait, au fur et à mesure que tout se rajoutait, je crois que j'arrive à trouver, enfin, j'ai réussi à trouver juste le concept autour de tout ça pour justement pouvoir un peu tout faire. Je veux pas que ça devienne une usine à gaz non plus avec des boutons partout et un peu rien. Yeah. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu tout ça. Ouais. Tu as eu l'occasion de retester du coup ce workflow, vu que tu as passé beaucoup de temps dessus, sur du VJing par exemple, parce qu'au début tu disais que tu avais fait ça suite à des projets de VJ, des projets personnels. Est-ce que tu as eu l'occasion de retester ce workflow dans le cadre de projets comme ça? Non, pas encore. Par exemple que les features de VJing, elles sont presque là, mais pas tout à fait là encore. J'ai deux, trois petits trucs à finir, mais ça va arriver. Enfin, en fait, le pouvoir mixer des différentes scènes. L'idée, c'est qu'ensuite, on puisse aussi écrire, tu puisses écrire tes propres shaders de transition entre tes scènes et que tu puisses du coup avoir un canvas 2D d'un côté, une scène tree et ton rendu final et d'aller pouvoir potentiellement switcher d'une scène à l'autre, mais avec des effets complètement. Enfin, ça sera genre juste un shader qui passe de 0 à 1, du coup. Après, ce que tu pourras faire avec. Mais j'ai quelques petits trucs à régler avant ça dans le fragment pour que ça fonctionne parfaitement, mais c'est un des buts, clairement, du projet. Okidoki. Il y avait il y a Makeo 135 qui dit on veut du live coding. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Ça me paraît un petit peu compliqué dans le setup, notamment pour ceux qui écouteront plus tard le podcast. Mais ils peuvent en tester tout ça de toute façon. Je me demandais, du coup, là, il y a des gens dans le chat qui parlent de Codevember, de ce genre de choses. Donc, typiquement, quand on pense à Codevember, l'idée, c'est de faire donc, un code tous les jours pour ceux qui ne connaissent pas, et un rendu tous les jours en code. Donc là, ton outil, on va dire, c'est parfait pour ça, je suppose. Est-ce que toi, tu vas faire le Codevember, par exemple? Je sais pas encore si je fais le Codevember. C'est une bonne question. Je suis en train de réfléchir. J'ai tenté le January 2022, justement en utilisant Fragment. Ça m'a confirmé aussi que du coup l'outil était utile pour ce genre de choses. Bon, j'ai pas tenu très longtemps, j'ai fait 6 jours, 7 jours je crois. Mais je m'étais fixé, enfin j'avais aussi des missions de free en même temps. Du coup, je m'étais fixé le soir de passer maximum 1 heure pour faire un sketch dans un fragment shader. Mais effectivement, en fait, pouvoir poster le soir juste parce que je fais un commande S, je peux faire une loop en instantané. Enfin, ça prend 30 secondes de rendre la loop et j'ai un fichier MP4 ou j'ai un fichier GIF sur mon ordi. Tout ce flow en fait qui peut être un peu long et fastidieux justement quand t'as pas tout ça qui est prêt et qui va te faire perdre de l'énergie alors que tu veux faire un sketch par jour. Là tu gagnes un temps fou quoi. Et du coup tu peux enfin, surtout sur un challenge de un truc par jour qui peut être assez énergivore, de plus avoir ce truc là à gérer. Je trouvais que c'était assez Ouais, ça accélère vraiment d'avoir un bon workflow. Moi, ouais. ça me donne envie de tester comme ça pour faire des petits shaders de temps en temps. Parce que pareil, on a tous un peu un setup, mais j'ai pas un setup aussi poussé pour l'enregistrement vidéo, pour partager derrière, etc. Et là, ça améliore vraiment ce côté-là.
Et en piste d'évolution, du coup, tu avais le VJ qui était avancé, mais t'imagines quoi pour la suite de Fragment? J'imagine que je vais déjà fixer les bugs qu'il y a. Enfin, mon Ok. bébé. Donc ça, c'est déjà en cours. Et après, pour la suite, bah, du coup, il y a toute la partie VJing avec, comme je disais, de pouvoir mixer différentes scènes. Et en fait, ce qui reste derrière, il y a toute la dimension vidéoprojection que j'aimerais travailler. Du coup, ça veut dire aussi pouvoir euh, avoir ton rendu et être capable d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec une copie de ton rendu en real time dessus. Et ça, du coup, ça ouvrirait la porte à la fois du VJing et même de la projection juste de sketch simple, quoi. Ça, c'est un des main features sur lesquels j'aimerais travailler. Après, tout ce qui est sketch audio réactif, tu puisses réagir à la fois au micro si tu es dans un contexte de DJing, que tu puisses importer de l'audio et jouer un sketch sur une chanson en particulier. Pareil, là, il y a pas mal de taf qui est déjà fait, mais il m'en reste encore un peu. Et après, ça va être importer d'autres inputs en fait dans les sketchs, que ce soit aussi à peu près. Je pense à par exemple tout ce qui est webcam, pouvoir bosser avec la webcam de manière assez simple, sans avoir à se taper le code qui request la webcam, qui gère le fallback, tout ça. Ouais, ça, c'est un peu comme Shutterstock, tu peux mettre des textures Ouais. audio. Et Ouais. du coup, ça serait d'avoir ça. Et puis je regardais le Descartes avec Julien Espagnon. Je pense que ça serait Je n'ai pas une pratique du plotter, j'ai jamais pratiqué l'outil, mais je serais curieux justement d'avoir l'input de ceux qui en font pour voir si on peut pas réfléchir à, à des trucs qui permettraient de faire. Ça serait assez, je trouverais ça intéressant que l'outil puisse servir à ça aussi. En fait, comme maintenant l'outil c'est une interface mais avec plein de modules différents que tu peux entièrement paramétrer, resizer à la volée, il n'y a rien qui t'empêche rien qu'empêche pour la suite de fragments d'avoir un module plotter qui permettrait de visualiser certaines choses ou d'un module webcam sans pour autant polluer l'interface pour tous les gens qui n'en ont pas besoin, quoi. L'idée serait un peu d'avoir différents modules comme ça qui, Qui intercommuniquent entre eux, Ouais. un peu comme des plugins, et du coup ils peuvent se connecter et tu peux vraiment Ouais. aller vers le vide si tu veux, ou aller vers. Ouais, ça, c'est super intéressant. Euh, du coup, je suppose que ça te prend donc pas mal de temps quand même. Tu disais fixer les bugs. Il y a eu beaucoup de bugs depuis la release. Quand tu as release, tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de gens aussi qui affluent, qui l'utilisent. Ça va. En fait, j'étais pas le seul à utiliser le projet avant la release. J'avais envoyé une bêta à Quentin Audet qui fait de l'art génératif et qui est en freelance. Enfin, on a à peu près le même profil en termes d'utilisation et qui a été mon bêta-testeur pendant les 2-3 derniers mois là, et qui a du coup aussi, qui avait une vraie utilisation, toujours un peu biaisée quand tu utilises ton logiciel, tu finis par. C'est comme quand tu développes un site, tu finis par reproduire des scénarios que tu connais, et puis en fait, il y a des trucs que tu finis par éviter certains trucs. Du coup, ça a permis d'en régler pas mal pendant l'été. Et là, il y avait des petites choses, justement, les premiers utilisateurs, il y avait des inputs qui marchaient pas, ou des trucs comme ça. J'ai déjà fait un premier patch en début de semaine dernière. Et là, ça va. Pour l'instant, je suis pas couvert d'issues sur Gitem, donc ça me permet de travailler un peu sur le reste, quoi. Il y avait une question de Anto. Tu as une idée du nombre de personnes qui l'utilisent régulièrement?
Pas véritablement, dans le sens où c'est, enfin il y a les downloads, NPM, que je peux voir là, je dois avoir, 400-500 downloads. Après est-ce que c'est des gens qui l'ont vraiment utilisé? Enfin j'encourage un peu aussi les gens qui l'utilisent à là j'ai pris le hashtag, made with fragment, un peu de la même manière qu'on avait sur ce qu'il y a sur d'autres, logiciels, justement pour me permettre un peu d'aller voir si des gens que je connais pas ou que je connais font des choses avec. Du coup, j'ai pas une idée précise du nombre d'utilisateurs pour l'instant. Et puis, j'ai eu des bons retours. Ça, hier, j'avais 500 stars sur GitHub versus mes anciens projets open source qui tournaient à 15. Ça fait plaisir. Et je pense qu'il faut aussi que les gens l'utilisent pour un peu voir le potentiel et, et comprendre à quel point ça peut permettre de gagner du temps. Et puis ça, je veux pas, enfin, l'idée aussi de l'open source, c'est de pouvoir genre, prendre des retours de la communauté, de ah, ça serait cool d'avoir ça, ça serait cool de rajouter ça, et puis de voir comment le projet il peut évoluer de moi, mon idée première, vers un truc un peu plus ouvert vers tout le code créatif et tout ce que ça regroupe, quoi. Et du coup, par rapport à l'idée d'open source, t'accepterais des pull requests, des gens qui viennent aider sur le code, ou c'est plutôt en termes d'idées et d'évolution, tu préfères pour le moment, entre guillemets, garder le contrôle de là où ça va en... C'est quoi ta vision par rapport à ça? Bah, je suis preneur de. En fait, c'est un peu des deux. Je pense que c'est les deux chemins sont liés. C'est que je suis vraiment, je suis preneur de réflexion sur le projet. Aujourd'hui, je suis pas. J'ai aussi une activité de freelance qui me permet pas de faire d'être full time en support dessus et de répondre à des feature requests disant ah, on aimerait bien ça et que je passe une semaine dessus. Du coup, l'idée c'est je suis complètement prêt à prendre de la pull request, mais enfin, tu vois, de la manière dont j'en parle, aussi une idée de vers où je veux emmener le projet. J'ai pas envie que ça devienne un truc trop compliqué. Enfin, l'idée c'est que l'outil reste simple justement pour faire connaître la discipline parce qu'elle a un potentiel incroyable et que justement la barrière d'entrée elle peut être un peu dure juste parce que les tools ils sont compliqués et tout ça. Et du coup, si tu finis par arriver dans une interface qui est compliquée mais qui fait 10 000 choses, j'aurais un peu perdu ce que je veux faire avec. Donc l'idée c'est, enfin, je suis très ouvert aussi à la discussion et aux suggestions. Et s'il y a des gens qui veulent participer au projet en, en faisant des pull requests avec grand plaisir, quoi. Au tout début du projet, enfin plutôt hier, pas du tout au tout début du projet, mais depuis le tout début du projet, tu t'es mis comment on dit, à parler du projet, à partager, à mettre des working progress du projet, tout ça. Et donc hier, tu m'avais dit, en pré-interview, quand on discutait rapidement, que c'était quelque chose qui te tenait vraiment à cœur. Euh, Tu peux nous dire un peu ce que ça t'a apporté, toi, pourquoi tu as fait cette démarche à la base, et est-ce que c'était difficile? Parce que parfois, pour quelqu'un de travailler, d'avoir la tête dans le guidon et de partager du working progress dans quelque chose qui n'est donc pas encore fini, c'est assez, ça peut être challengeant. Tu l'as pris comment? Bah, en fait, j'ai passé un peu 2 ans à bosser dessus et justement comme je bossais dessus entre les missions de free, heu et heu et que j'étais tout seul à être un peu au courant de cet outil, je le mettais de côté, puis j'y revenais, je le mettais de côté et en fait, une des premières motivations, enfin j'avais lu je suivais beaucoup de projets, qui étaient en train de se faire publiquement et c'est ça, il y a pas de release ou alors il y a déjà une bêta, ou une alpha et l'outil se fait un peu en public. Mais la première motivation derrière ça, c'était me dire en fait si j'en parle publiquement, je vais aussi devoir m'y tenir. Donc c'est un moyen de pas de me mettre la pression, mais de se dire ok en fait tu as cette idée, tu travailles sur cette idée depuis 2 ans. En fait si t'en parles, tu vas vraiment le faire. Alors peut-être que si t'en parles pas,
tu le sortiras jamais. Et en fait aussi le fait d'en parler, au-delà de devoir s'y tenir, bah, tu as des retours directs, il y a de l'intérêt. Et en fait, c'est un push de motivation sans, tu vois, j'aurais pu en janvier, quand j'ai un peu communiqué dessus pour la première fois, euh, le sortir. Et puis, en fait, il y avait des bugs partout, il n'y avait pas de doc. Et, et je me suis dit, là, si je le sors dans cet état, je vais juste me faire recouvrir par tous les problèmes du projet, et ça va plus me porter préjudice qu'autre chose. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais juste communiquer sur les features que je rajoute au fur et à mesure, dire que je continue à bosser dessus. Je le sortirai quand il sera prêt, dans le sens où je ne suis pas mis. Enfin, je voulais pas que ça devienne un. Je voulais continuer à prendre du plaisir en développant le projet, et pas qu'au moment de sa sortie, je sois en mode oh là là, j'ai plus envie d'en entendre parler. Je livre le truc et puis il n'y a rien qui bouge pendant un an, tu vois. Donc j'ai pris le temps de travailler dessus, mais tout en gardant du recul sur ce que j'étais en train de faire. Et en fait, partager, ouais, c'est c'est super motivant d'avoir juste des premiers retours de gens dont t'estimes le travail et qui te disent ah, je me verrais bien utiliser ça, ça a l'air cool. Bah, ça booste de fou, quoi. Et puis, ça, en dehors du boost, tu peux réorienter ton projet en disant ah, en fait, ça serait cool de faire ça, peut-être de le penser de telle manière pour permettre aussi ce genre d'utilisation. Du coup, ça a modifié un peu la trajectoire du projet, et, et je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est plus courant Ouais, c'est clair. Ça fait intéressant, surtout sur un projet comme ça qui va être utilisé par d'autres personnes. Ça donne envie, ça permet d'avoir des premiers retours. Je comprends, c'est cool. Ouais, c'est top comme démarche. Honnêtement, c'est une démarche, moi, qui m'inspire. Moi, je te vois toi, quand je vois Bruno Simon qui avait fait la même démarche, ce genre de démarche, tu te dis, c'est cool, ça permet en plus de lancer le projet et d'avoir tout de suite le projet déjà connu, donc les gens peuvent venir dessus. Tu rallies la communauté plus facilement, c'est vraiment génial. Je crois que Florent, tu avais une question. Ouais, tout à l'heure, on parlait t'as parlé de budget, mais tu as parlé de freelance aussi. Je me demandais, à côté de ton temps passé sur Fragment, c'est quel genre de projet freelance aujourd'hui que tu prends, et est-ce que des projets comme du budget, tu continues à en faire, ou tu voudrais en faire plus dans le futur? Et d'ailleurs, juste avant que tu répondes, je vais rajouter, est-ce que tu penses que Fragments va aussi te rapporter des projets en plus? Est-ce que tu vois déjà une différence ou pas? Alors, si je prends la question un peu dans l'ordre, aujourd'hui en freelance, justement, j'essaie un peu. En fait, quand j'ai commencé le freelance, je revenais de Montréal, je m'étais spécialisé en WebGL pendant 3 ans. Et pour lancer mon activité de freelance, j'ai eu un peu de mal à trouver des projets qui étaient du pur WebGL et tout ça. Donc je me suis reformé à refaire du site, enfin, de l'intégration et tout que je faisais plus, les dernières nouveautés en CSS et tout ça. Du coup, je me suis remis au niveau en fait pendant un an avec des projets, et puis dans mon temps à côté juste pour savoir comment on faisait du site et pas juste un canvas. Et du coup, maintenant, j'essaie de trouver. Enfin, j'ai repris plaisir aussi à faire du site un peu léché, un peu bien animé et tout ça. Et du coup, j'essaie de trouver en fait des projets qui allient un peu tout ça. Donc, ça va être soit des petits sites, mais qui vont avoir un peu une expérience au milieu, et puis il faut quand même des animes sympas d'entrée, de sortie et tout ça. Soit après des projets qui vont être du pur WebGL, sur sur de l'animation, enfin sur justement de l'animation pure de design system ou ce genre de choses, du fragment shader pur ou ce genre de choses. J'essaie, je crois que j'ai genre à peu près trouvé tout ce que j'aimais là-dedans. Et du coup, j'essaie de trouver un peu des projets qui arrivent soit à couvrir un peu toutes ces dynamiques, un peu génératifs, un peu real time, ou alors justement j'essaie d'alterner entre les projets. Quand ça fait 3 mois que je bosse sur du pure WebGL Entry, ça me fait plaisir de revenir vers un petit site
y a 3-4 pages qui va être bien animé et tout. Donc ça, c'était pour la première question. Et est-ce que Fragment va me rapporter des projets? Je sais pas. Très ouvert. Je sais pas. On verra. C'est pas. Je dirais que c'est pas le but premier. Si ça m'en rapporte, tant mieux. Je suis pas contre. Mais là, moi, je suis content de l'utiliser dans mon quotidien pour des missions de freelance en tant qu'outil sur le côté que j'ai développé. Je trouve que ça me fait gagner du temps, ça me permet de discuter avec les clients plus rapidement aussi. Et après, l'avenir, si ça me rapporte des projets, ouais, avec plaisir. Est-ce que, par exemple, tu shares, c'est quelque chose qu'on fait souvent avec Florian, enfin qu'on faisait en tout cas beaucoup, c'était on partageait avec nos clients des GUI, et en fait, ils pouvaient limite modifier des trucs. Ils faisaient un petit clic, et nous, on avait la sauvegarde, et en fait, en gros, par exemple, je faisais ça quand je travaillais avec des directeurs artistiques pour tout ce qui était post-process. Et du coup, eux, ils pouvaient sauvegarder instantanément. Donc, c'était une façon de leur donner un petit peu le contrôle aux clients, et plutôt que ce soit nous qui tweakons, bah, on leur disait, vous pouvez tweaker, ça marchera, choisissez le output que vous aimez, et sauvegardez, et c'est bon, quoi. Bah, c'est déjà possible en fait avec Fragment. Tu peux faire un build de ton sketch et depuis ton fichier de sketch, il y a un build config que tu peux exporter sur lequel tu peux dire je veux fixer les dimensions, je veux afficher le GUI, je veux tel paramètre dans le GUI que je veux cacher entre mon environnement de dev ou mon lien. Et à la fin, du coup, tu te retrouves avec un build avec un fichier HTML, tous les CSS, enfin tout le nécessaire, qui te permet en fait de le déployer sur genre, le cloud de ton choix et d'aller justement envoyer potentiellement un lien à ton client ou ton collègue ou n'importe qui avec les contrôles apparents ou non. Et alors, il n'y a pas tout qui est là. Tu parlais de pouvoir exporter les propriétés et tout. Pour l'instant, enfin, dans l'export, tu peux encore screenshotter le rendu. Et je suis en train de préparer des choses. Enfin, justement, je me suis rendu compte que c'était un peu limité. Et je suis en train de préparer des choses pour justement être capable de serialiser genre toutes les datas du GUI pour avoir en fait, au lieu de télécharger juste un JPEG, télécharger un JPEG et un JSON pour tout avoir, ce genre de choses. Je suis encore en train de réfléchir là-dessus, mais c'est déjà possible d'utiliser, moi c'est ce que je fais en ce moment avec mes clients, c'est de leur envoyer un lien sur j'ai fait tel truc, il faut qu'on discute de ça, comment est-ce qu'on contraint le rendu, comment est-ce qu'on... Ça permet aussi de tester. Du coup, tu leur donnes ça en base de discussion, et après, avec eux, tu peux travailler là-dessus. Ouais. Ouais. Et je vais faire sans transition du tout. Je sais que tu as fait des expériences live de VJing, tu as fait des expériences un peu folles de Creative Coding. Toi, on se demandait c'était laquelle ta meilleure expérience, celle qui t'a le plus marqué en tant que creative coder, parmi toutes tes expériences. Creative coder, enfin tout, quoi. Je pense que c'est la participation au festival de Mapping Map à Montréal en 2018, en collaboration avec Nicolas Daniel. C'était super enrichissant et super stressant. En fait, c'était du mapping, fallait produire 1 minute de mapping dans une scénographie qui était celle avec le canapé et puis un cadre et une horloge qu'on a fini par pas utiliser. On a juste mappé le canapé. C'était vraiment le début de comment est-ce qu'on mappe quelque chose. Et on a produit 1 minute en WebGL. On s'est rendu compte à la base, on voulait plutôt travailler sur la chorégraphie. On a essayé de trouver des visuels. Finalement, c'était assez pauvre des deux côtés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas chorégraphe et qu'on était plutôt développeur. Et du coup, en fait,
je pense 24 heures, même 48 heures avant le rendu, on se dit, en fait, on sait faire des visuels parce qu'on avait commencé à faire du vidging et tout ça. En fait, faisons ce qu'on sait faire. La chorégraphie, on va arriver avec un truc super simple sur scène. On tourne nos visages, on lève les bras et tout, et on balance un peu tout ce qu'on sait faire. Et du coup, on a, on a bossé pendant 2 jours d'affilée. Le soir, il y avait la projection, on n'avait pas dormi la nuit d'avant. Euh, et, euh, et en fait, il y avait il y avait, je sais plus, il y a Nicolas qui est là. On était devant une cinquantaine, peut-être 80 personnes. Et c'était super cool d'avoir les retours de tout le monde, de monter en fait, d'allier un peu, même si le mapping était assez léger et la choré aussi, de monter sur scène pendant que ce que tu as fait est projeté sur toi et tout ça. C'était super enrichissant. Et puis c'était aussi un des trucs où je me disais, ok, j'aime bien l'expérience, mais il me faut des meilleurs outils pour lesquels bosser. Mais du coup, dans ce projet-là, parce que je connaissais ce projet, tu m'en avais parlé il y a longtemps, t'as mis que 2 jours pour le faire? C'est ça que tu disais? Ou... Ouais, on a fait une base. En fait, on a fait vraiment une base de. On bourrine, on met des cubes en ligne, en gris, on essaye de les déformer. Après, on a essayé plein de phases de post-processing. Et du coup, c'était du semi-génératif parce que toutes les scènes étaient génératives, mais en termes de nombre de genre l'ordre dans lequel on a fait. Puis après, on l'a un peu scénarisé pour justement mapper notre chorégraphie dessus. On savait qu'il y avait tel effet de post-processing qui arrive au début, ça à la suite, telle couleur, tel switch entre noir et blanc en fond. Et on a fini par oui, c'est ça, on a dû faire ça en un peu plus de 48 heures, quoi. Ouais, le gros rush plus la Corée, ok. Ouais, et en fait, on avait retrouvé dans les locaux de notre boîte avec un canapé et un projecteur, et on a passé la nuit à essayer des trucs. Ouais, c'était super cool, tu vois. Ça réunissait en fait plein de trucs que je connaissais, faire du 3JS, faire du shader, faire du OGM, et justement des trucs assez simples de comment est-ce que je fais mon export à la fin de minute, comment est-ce que je scénarise mon scénario, comment est-ce que j'arrive à monter sur scène devant 80 personnes. Il y avait plein de choses qu'on maîtrisait et à la fois qu'on maîtrisait pas. Donc c'est super enrichissant. Yes. Et du coup, c'est une question qu'on pose, on arrive vers la fin du podcast. Est-ce que tu as un artiste à partager, quelqu'un qui t'a marqué? Oui, j'en ai 2, en fait actuellement 3, mais un duo d'artistes qui s'appelle VJ Swam, qui sont c'est un duo d'artistes qui sont basés à Sao Paulo, au Brésil. Je suis assez fan de leur travail. Ils ont construit un vélo de vidéoprojection, qui est un projet que j'aimerais bien réaliser aussi. Et en fait, ils organisent des balades en ville. Actuellement, il y a le festival de mapping en ce moment même à Montréal, et si je dis pas de bêtises, ils y sont pour organiser des balades. Et en fait, ils ont préparé leurs animations avant, et en fait, ils vont se balader à un rythme de marche, quoi. Et du coup, tu as toute la foule t'as plein de gens qui se baladent, qui vont en fait les rejoindre au fur et à mesure. Et à la fin, ça fait un cortège qui se promène, et puis eux, ils peuvent réorienter le vidéoproche selon les surfaces sur lesquelles ils sont. Que ce soit du coup sur direction du sol, en direction des bâtiments. Et en même temps, ils bossent beaucoup avec un outil qui s'appelle TagTool, qui est une appli sur iPad. Et ils font des petits workshops éducatifs où justement ils invitent les gens à animer 2-3 trucs, et 2 minutes plus tard, tu vois, ils le projettent sur les bâtiments, et t'as un vrai, moi je trouve qu'il y a un vrai potentiel avec tout ce qui est projection dans la réception des gens. C'est vraiment un truc
qui paraît un peu incroyable genre, de l'extérieur, alors que techniquement c'est un vidéoprojecteur et c'est faire des animations, mais dans le retour des gens, de ce que ça connecte entre les gens et tout, je trouve ça super intéressant, et eux leur projet est vraiment super cool. Ça a l'air trop cool, ouais. J'adore. Et je voulais aussi partager une deuxième artiste que j'ai connu le travail à Montréal aussi, qui s'appelle Delcaphine, qui est une directrice artistique, illustratrice, VJ. Elle fait vraiment plein de trucs variés. Elle a fait des planches de surf, elle fait des puzzles, elle a participé plusieurs fois justement au festival de mapping de Montréal. À gauche, l'image, pour ceux qui la voient, c'est une des fresques qu'elle a réalisées à Montréal, parce qu'il y a un gros festival de street art. Et je suis très fan de son style, et je trouve ça super intéressant justement la variété de supports sur lesquels elle arrive à travailler, tout en préservant son identité. Elle fait un super projet avec 150 écrans dans une galerie de Montréal qui racontait plein d'illustrations imbriquées, mais qui finalement ont créé une énorme, qui était animée et tout. Enfin, son travail est ultra varié. J'encourage à aller voir ce qu'elle fait. Bon, elle n'a pas besoin de pub, elle marche très bien. Mais c'est super cool, et je suis très fan de ce qu'elle fait depuis quelques années. Du coup, Ça, on la découvre aussi parce que je ne la connaissais pas, mais en effet, ça a l'air trop cool. Moi, les deux, je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Et je suis très fan de l'idée de se balader en vélo et de faire du mapping et que les gens puissent te suivre. Ouais, c'est génial. Cool. C'est un vrai production mapping next level. Ouais, c'est un des projets que j'aimerais bien dégager tout le temps l'année prochaine là-dessus. Je suis un peu fan de vélo à côté, du coup, allier les deux, ça serait assez cool. Faut un peu bricoler, trouver des plans et faire en sorte que ton vidéo proche il casse pas la première bosse que tu croises, ce qui est un peu le défi. Mais ouais, c'est vraiment super cool. Pour l'avoir vu en vrai, c'est vraiment cool. Tu voudrais faire du mapping à Paris ou à Montréal, du coup, puisque tu as l'air d'être très très influencé par Montréal en termes de mapping? En fait, je trouve qu'à Montréal, il y en avait beaucoup. Tu te baladais en ville, il y avait beaucoup de festivals d'art numérique. Et en fait, même dans le centre, tu avais tout le temps des projections d'étudiants, d'artistes et tout ça. Et je trouve que j'ai 3 ans et demi là-bas, et là j'arrive à 3 ans et demi à Paris. Je trouve que ça manque un peu cet aspect. Juste, tu te promènes et puis en fait tu vois un truc cool quelque part. Donc je serais pas contre justement en faire ici, et montrer que ça existe, et que c'est cool et que ça rassemble les gens aussi assez facilement. Je trouvais ça cool de le faire. Je suis sûr que ce soit les gens qui étaient dans le chat aujourd'hui avec nous, ou que ce soit Flo ou moi, en plus, si tu as des gens pour faire du mapping, tout le monde sera chaud, quoi. Tellement créatif à Paris, en France, que... C'est que le principal problème, c'est de construire la principale problématique, c'est de construire le vélo, mais une fois que tu l'as, je sais que il y aurait plein de gens qui seraient chauds de participer à ça. Et tout ça en utilisant Fragment, en plus, ça serait fantastique. Fragment Festival. Trop cool, Raphaël, merci beaucoup. Je ne sais pas si jamais il y a des dernières questions avant qu'on termine le live, vu qu'on arrive à la fin là. Mais merci à tous d'avoir suivi, et puis merci à Raphaël d'avoir présenté Fragment. Je vous invite tous à l'utiliser. Je pense que ce sera un petit challenge pour un Cold Member ou January. Ouais, un petit test, carrément. Yeah. C'est la bonne occasion pour le tester. Merci à tous pour ceux qui étaient en live. Bon appétit. Merci. Et à bientôt. Merci à tout le monde pour les questions, et merci à vous. Ciao, ciao.